Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle piqûre de Socrate. Nous allons dans cette vidéoconférence nous occuper de présocratiques ou préplatoniciens, c'est-à-dire les philosophes de la nature. Donc il s'agit des penseurs antérieurs à Socrate. Après une introduction sur la philosophie antique et donc la philosophie présocratique et les caractéristiques fondamentales de cette philosophie, nous passerons à parler d'Héraclite, donc un grand philosophe grec ancien, présocratique ou pré-platonicien. Concernant la philosophie antique, dont le berceau a été la Grèce, la philosophie occidentale, et donc pour le monde occidental, la philosophie est née en Grèce. La philosophie antique se caractérise par des principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, nous pouvons les structurer de la façon suivante. Nous avons ce qu'on appelle en grec ancien l'arché, le logos, la letheia, et puis l'âme, le bien et la vertu. Le premier élément, donc l'arché, c'est-à-dire le principe, la traduction du grec ancien est le principe, donc la question du principe, du commencement ou de l'origine première et de la loi fondamentale du monde, est le logos. Au logos se réfère et se rattache à un principe d'unité et de connaissance du monde. Donc les questionnements philosophiques qui se dirigent vers cette interrogation sur le commencement du monde et du cosmos. Et puis d'autres arguments, des thèmes qui sont liés à ce que les Grecs appelaient la letheia, c'est-à-dire la vérité. Qu'est-ce que la letheia ? C'est ce qu'on ne cache pas. Comme Heidegger disait, la aletheia, c'est la non-latence, c'est-à-dire ce qui n'est pas caché, et donc le dévoilement. Donc l'aletheia est la vérité, donc l'être, la connaissance vraie. Et puis, la philosophie antique se dirige vers la réflexion fondamentale aussi sur l'homme et sur sa nature, sur comment l'homme se détermine moralement et donc éthiquement. La qualité de l'âme, le bien, ce que les Grecs appelaient agathon, le beau, et la vertu, arrêté en grec ancien. Et puis aussi, concernant l'éthique individuelle, tous les questionnements sur la question du bonheur, ce qu'on appelle en grec ancien l'eudaimonia, et de comment y accéder. Nous voyons, en récapitulant, l'origine de la philosophie qui naît dans un questionnement et donc de l'étonnement, comme Platon et Aristote dit, l'étonnement qui est à l'origine de la philosophie, et de cet étonnement, le fait de s'étonner de sa propre existence, de l'existence dans le monde et de l'existence du monde. Et les questionnements, donc de l'étonnement, il y a les questionnements qui dérivent, tous les questionnements philosophiques qui dérivent de l'étonnement, donc sur l'existence de l'homme et sur l'existence du cosmos, donc du pourquoi de l'existence et du comment de l'existence. En plus, à l'origine de la philosophie, évidemment, ces concepts, je les explique d'une façon extrêmement synthétique pour encadrer le sujet. Ces binômes, étonnement, questionnement, posent la question fondamentale, et Heidegger le rappellera dans son livre Vasiste métaphysique, c'est-à-dire qu'est-ce que la métaphysique, la substance des questionnements centrale, toute la métaphysique, consiste dans la question que la philosophie se pose dès les origines. Quoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc le problème de l'existence non seulement des choses et du monde, mais de l'existence de l'homme aussi. La philosophie grecque, donc, qui naît avec les philosophes présocratiques. Présocratique, ça veut dire avant la venue de Socrate et de la philosophie socratique, dont Platon, évidemment, on parlera, donc le principal personnage réellement existé, le philosophe Socrate qui n'a rien écrit, est le personnage central, dialogue platonicien, donc écrit
par Platon. Ces présocratiques qui viennent avant la philosophie socratique s'appellent justement, étaient appelés présocratiques, qui sont appelés aussi les philosophes de la nature en grec, physikoi. Donc physikos, philosophe de la nature, physikoi au pluriel, les philosophes de la nature. En sachant que physikoi vient du verbe grec phusein qui veut dire pousser et physis qui veut dire nature, qui a une double acception sémantique. Physis en grec veut dire nature, mais physis aussi veut dire pousser. Donc cette puissance, la créature, et donc la puissance de la création excessée donc par elle-même. Donc la période historique se situe donc de cette philosophie entre donc la philosophie grecque, le 6e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ, particulièrement dans ces siècles. On verra que cette philosophie établira une alliance entre la raison et les sens. Donc, concernant la division par époque, pour donner une idée générale et rapide de la période donc, historique du développement de la philosophie grecque avant de rentrer in medias res, c'est-à-dire à parler de présocratique et puis successivement de Héraclite. Cette division par époque de la philosophie grecque, on l'établir en 3 grandes périodes. La période donc présocratique de 624 à 470 avant Jésus-Christ, qui est caractérisée donc par la philosophie de la nature des Milésiens, donc des philosophes venant de la ville de Milet, et puis successivement de caractériser cette période par l'école pythagoricienne, donc de Pythagore, philosophe et mathématicien, les Éléates, donc l'école éléatique, et puis justement Héraclite, dont on parlera tout à l'heure, et puis les atomistes qui parlent de l'atome. On verra cela aussi plus tard. La deuxième période est la période classique, qui va de 470 à 324 avant Jésus-Christ, déterminée donc par la figure centrale de Socrate, Platon et Aristote. Donc, philosophie, nous verrons tout à l'heure, de la région de l'Ionie, de l'Asie mineure, et de l'Italie du Sud se déplace. Donc la spéculation, dans les sens positifs du terme, de la philosophie, du développement de la philosophie classique, de l'apogée de la pensée grecque, des arts, du développement de la civilisation grecque, du 5e siècle, le 5e siècle, donc la philosophie qui se développe avec Platon et Aristote se déplace à Athènes, qui devient le centre de la philosophie. Puis en dernier, la période de la philosophie hellénistique qui va de 324 à 31 avant Jésus-Christ, qui donc s'insère dans la période historique et sociale révolutionnaire, c'est-à-dire la période d'Alexandre le Grand. On arrive à la puissance mondiale de Rome. Cette grande, longue période historique, donc philosophique aussi, est caractérisée par plusieurs doctrines philosophiques, par exemple la doctrine stoïcienne, la doctrine épicurienne, donc d'Épicure, le scepticisme, l'éclectisme, jusqu'à arriver au néoplatonisme de Plotin. Et puis successivement la naissance et le développement de la philosophie chrétienne. Il se développe déjà dans l'Antiquité tardive avec Saint Augustin et ce qu'on appelle la patristique, donc toute la philosophie et la théologie chrétienne des pères de l'Église. Cela marque déjà les débuts du Moyen-Âge. Rapidement, avant de voir les caractéristiques fondamentales de la philosophie présocratique, rapidement, je citerai le philosophe plus important centraux, ce qu'on appelle les philosophes milésiens venant de Milet, philosophes milésiens de la nature. On rappelle Thalès, vous connaissez certainement parce qu'on étudie donc en géométrie et en arithmétique, en mathématiques, les théorèmes de Thalès, vers 624-546 avant Jésus-Christ, qui disait que, synthétiquement, pour vous donner une idée de cette approche philosophique de la nature, le monde est constitué de l'élément premier vivant qui est l'eau. Et puis Anaximandre,
qui a vécu vers 611 et 546 avant Jésus-Christ, qui affirmait que le principe originaire est l'apeiron, apeiron, alpha privatif, peiron, apeiron, ça veut dire l'infini. Donc l'apeiron est l'infini et l'illimité, c'est-à-dire l'indéfini, qui caractérise la nature et le cosmos. Et puis Anaximène, né vers 585 et mort vers 525 avant Jésus-Christ, qui donc affirme que, selon lui, l'air est l'élément fondamental, constitue l'arché, c'est-à-dire le principe de toute chose qui se densifie et se raréfie. Et puis pythagoricien, dont le fondateur est Pythagore. Vous connaissez les théorèmes de Pythagore, né vers 570 et donc mort vers 500 avant Jésus-Christ. Donc, selon Pythagore, ce sont les nombres qui constituent et qui donnent la forme à la matière. Et puis Empédocle, 192-432 avant Jésus-Christ, selon lui, c'est l'amour qui réunit les éléments. Et ensuite, ils s'assemblent en choses et ne sont séparés que par la haine. Je répète, j'ai fait cette petite introduction pour vous donner déjà une idée générale de l'approche que ces philosophes ont eue, donc l'approche philosophique. Donc au début, la naissance de la philosophie s'approche de la nature, qui s'interroge sur la nature, du sens du monde, du sens du cosmos, du sens de l'univers et du sens des éléments composant la nature. Donc par la suite, rapidement, Anaxagore, 500-425 avant Jésus-Christ, il affirme qu'un nombre infini d'éléments premiers est mu par ce que les Grecs appelaient le nous. Le nous, c'est l'intellect qui est au centre de l'investigation philosophique par rapport aux éléments premiers cosmos. Et puis le Cype, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc on ne connaît pas les dates exactes de la naissance et de la mort de ces philosophes pré-platoniciens ou pré-socratiques, ce qui est la même chose, qui développe la théorie de l'atomisme, parle des diverses compositions d'atomes expliquant la différence entre les choses. Donc c'est ce qu'on a appelé la théorie atomiste, reprise par son disciple Démocrite. Le fameux Démocrite aurait vécu entre 460 et 370 avant Jésus-Christ, élève donc de Leucippe. L'atomos, l'atome, donc A, alpha privatif en grec, tomos, particule insécable, qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas séparer. Selon ces philosophes atomistes, dits atomistes, donc Leucippe et Démocrite, tout est composé de particules insécables, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas séparer. Et les diverses compositions d'atomes expliquent la différence entre les choses, donc c'est la théorie atomiste. Les choses sont composées par quoi? Sont constituées par des complexes d'atomes. C'est une théorie qui aboutit à une sorte de matérialisme, carrément au matérialisme, donc la matière, qui donne sens à cette investigation philosophique. On verra par exemple le développement, je ne rentre pas dans l'explication, c'est très complexe, Épicure aussi le reprendra, la fameuse théorie de la connaissance mécaniste des simulacres, simulacrum, donc en latin, donc simulacrum, image, etc. Bien, nous en avons encore quelques-uns avant de rentrer dans l'explication medias res de l'objet de cette vidéo. À rappeler encore Xénophane, qui a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas les dates exactes de la naissance et de la mort de ces philosophes, constitue le premier représentant de l'école des Éléates. Éléates parce que ça a été fondé, cette école, à Élée, en Italie du Sud. Donc attention, l'Italie du Sud est très importante, outre la Ionie, donc l'Asie mineure, concernant le développement de la philosophie antique grecque. Parménide, 540-470 avant Jésus-Christ, qui parle de l'être, donc qui développe une ontologie fondamentale, donc une analyse de l'être qui sera reprise et critiquée même par la suite par d'autres philosophes. Selon Parménide, l'être ne s'émeut pas et selon lui, le mouvement est une illusion. Donc il parle de l'unité de l'être. Zénon d'Élée, donc élève de Parménide, 490-430 avant Jésus-Christ, parlera du fameux paradoxe de la flèche en vol. On verra ça dans une autre vidéo. On arrivera à
Héraclite, qui est le sujet après l'introduction sur les philosophes présocratiques. Héraclite, j'anticipe, qui a vécu environ vers 540 ou 550, 480 avant Jésus-Christ. Selon lui, rien n'est pensable sans son contraire, donc tout est un mouvement permanent. Et selon lui, donc le contraire de ce qu'il avait affirmé Parménide, l'immobilité est une illusion. Héraclite est un philosophe anti-parménidien, qui affirme que c'est justement l'immobilité qui est une illusion. La réunion donc des contraires mène à l'harmonie. Pour revenir rapidement maintenant sur cette naissance de la philosophie occidentale, dont les berceaux ont été les colonies grecques, établies sur les côtes d'Asie mineure, donc ce qu'on appelle la Ionie, donc la côte d'Asie mineure, donc la Turquie d'aujourd'hui, et dans l'Italie du Sud. Il ne faut pas oublier, on appelle en latin Magna Grecia, donc la Grande Grèce. Cela se matérialise, se vérifie, se concrétise après la destruction de Milet en 494 avant Jésus-Christ. On peut dire que la philosophie grecque est née à Milet, en Asie mineure, au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Je parlais tout à l'heure du physikos, en grec ancien. Le physikos est le philosophe qui étudie la physis, c'est-à-dire qui étudie la nature. Quel est le but? Le but est de décrire le monde naturel et la nécessité, le besoin d'expliquer le monde naturel qui nous entoure. Philosophe, physikoi, donc philosophe de la nature, la traduction. Ces philosophes, il faut dire ont eu les grands mérites, l'immense mérite d'avoir étudié la nature pour elle-même, en tant qu'elle-même. Ils utiliseront une méthode qui sera reprise plus tard par la science et la philosophie même dans le développement des siècles. Évidemment, il y aura tout un développement philosophique et un développement scientifique. Cette idée et cette action que ces physikoi font d'observer et d'étudier la nature sera donc successivement reprise et marquera profondément non seulement la philosophie, mais la science à venir aussi, la science moderne. Nous pouvons affirmer que les présocratiques ou pré-platoniciens ont découvert l'idée même de la science et de la philosophie. Le fondamental change avec ces philosophes, c'est qu'ils innovent et causent une rupture fondamentale avec la vision cosmologique précédente et avec la cosmogonie, c'est-à-dire par exemple d'Hésiode, les grands poètes Hésiode, qui parlent de la naissance, donc de l'origine de l'humanité, du commencement, les dieux et les hommes. C'est une vision cosmogonique, c'est-à-dire de l'origine de l'univers, qui est considérée exclusivement sous l'angle du mythos, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient le mythos, c'est-à-dire le mythe. Le mythe. Donc, qu'est-ce qu'un mythe? C'est un récit fabuleux. Avec l'avènement de présocratique, cette vision de l'univers ne peut plus et ne se base plus sur des récits fabuleux de l'origine cosmogonique de l'univers et de l'homme, mais l'univers et la nature sont considérés pour les présocratiques selon la raison et non plus selon le mythe. Ils garderont, comme nous verrons successivement, des éléments mythiques dans leur explication du cosmos, mais le mythe ne sera plus le centre, l'élément fondamental, central, explicatif de l'existence de l'homme et de l'existence du cosmos et donc du commencement et du pourquoi de l'existence. L'observation donc de la nature, et selon ces philosophes, la nature est un tout organisé et harmonieux. C'est-à-dire que l'univers n'est pas un chaos. Les dieux n'ont pas d'impact, n'ont aucun impact dans la création, l'origine du monde. Donc attention, ces philosophes présocratiques, les physikoi, les philosophes de la nature, ne nient pas l'existence des dieux. Il est possible que des dieux existent, mais nous pourrions dire que ces philosophes ont carrément naturalisé ces dieux. Ils les ont insérés dans la nature. Et les événements de la nature, disons causés par les dieux et donc déterminés par des interventions externes de la divinité, c'est-à-dire de la force divine, sont conçus par ces philosophes comme des événements internes à la nature, internes de la nature.
Les phénomènes naturels ne sont pas envoyés par des dieux, ne sont pas causés par la force divine, par des divinités, ou alors par une divinité, mais ce sont des phénomènes qui sont internes à la nature même. C'est la nature même qui les produit. Donc l'origine des phénomènes naturels n'est pas divine. Conséquent, nous sommes en présence, cet élément est central, d'une dédivinisation de la nature et de l'univers. Et donc, on pourrait dire aussi d'une désontologisation de la nature et de l'univers. Les auteurs de mythes grecs et orientaux avaient fortement influencé la civilisation grecque en transmettant une vision unitaire du monde et de l'univers. Mais il est important d'insister sur ce point. Cette vision des mythes grecs et orientaux, cette vision unitaire du cosmos, cette unité était réalisée et maintenue par les dieux. Or, les philosophes pré-platoniciens, les physiques, n'y raisonnent plus comme ça. C'est-à-dire qu'ils mettent au centre de leur investigation philosophique sur le cosmos la raison. Que la nature n'est plus vue sous un angle d'origine divine. C'est justement donc ici que ces philosophes de la nature opèrent un changement fondamental, radical, un progrès décisif. C'est-à-dire que le cosmos, l'univers et la nature doivent, selon eux, être interprétés, être expliqués par des principes internes, par des principes naturels. Et donc, il n'y a plus le recours à une action ab externe des dieux, il n'y a plus de recours à une explication d'origine divine des phénomènes naturels. Ça, c'est central. La nature est vue comme une totalité manifestant un caractère organisé, harmonieux, un caractère qui correspond à un système harmonieux, organisé, équilibré. La nature se manifeste en sa pluralité, même si cette pluralité, et ça pourrait sembler, je ne dirais pas paradoxal, peut-être contradictoire, même pas, mais en tout cas, cette pluralité se base sur très peu d'éléments naturels. Selon ces philosophes de la nature, les éléments de la nature sont circonscrits, sont très peu nombreux, et ces très peu d'éléments donnent origine à une manifestation plurielle, une pluralité très vaste des phénomènes de la nature même. Je voudrais rappeler un grand philosophe, philologue allemand, Wilhelm Nestler, 1865-1959. Avec ces philosophes, il s'opère un tournant, je les cite, un tournant du mythe à la raison. Wilhelm Nestler explique, répère le sens de la philosophie présocratique et de ce changement du passage de l'époque mythique à l'époque naturelle, à l'époque de l'interprétation de la nature selon la raison. On passe donc, pour l'explication de l'existence du monde et de l'existence même en général, de Dieu anthropomorphique, Dieu représenté comme ayant une apparence humaine, à des principes naturels et rationnels. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, l'explication philosophique et même théologique de la cosmogonie, de l'origine de l'univers et de l'homme, ne réside plus dans une origine divine, anthropomorphique, et dans des principes naturels et rationnels qui sont capables d'expliquer l'ordre du monde et la place de l'homme dans le cosmos. Donc ces pré-platoniciens visent à construire une idée de l'univers, un concept du cosmos, un concept de l'univers, en utilisant donc deux concepts comme deux mots, donc un langage précis, philosophique précis, comme univers, cosmos, nature, physis, arché, principe, raison ou logos. Voyons maintenant une définition de ces termes au niveau philosophique. Le cosmos. Les cosmos, nous utilisons ce terme. La philosophie revient constamment. Cosmos en grec, qui a plusieurs acceptions sémantiques. Donc, veut dire ordre, rangement. Ça vient d'un verbe grec qui veut dire donner, ranger. Et dans la langue courante, ce terme cosmos veut dire aussi décoration, ornement. C'est intéressant
Par exemple, si on veut faire un exemple des temps modernes, et pas seulement des temps modernes, quand on parle de cosmétique, la cosmétique, donc la décoration, par exemple, du visage, le maquillage, la cosmétique est un ornement du visage, une décoration du visage, toujours selon un principe ordonné, harmonieux. Cosmos comme ordre et décoration, ornement. Un cosmos est donc quoi? Une structure décorée ou ornée et ordonnée. Si nous pensons à l'hiver, imaginez par exemple un ciel nocturne. Si nous contemplons un ciel nocturne, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dans l'espace, donc l'univers, qui est décoré. C'est-à-dire, il y a un ornement de l'univers, une cosmétique de l'univers. Et pourquoi cet univers, ce ciel nocturne par exemple, est merveilleux? Parce qu'il est décoré, il est ordonné. En même temps, il est élégant. On peut l'expliquer. Il y a les astres. Les astres sont les planètes que nous voyons de loin. Les astres décorent l'univers. Donc, il y a une décoration, un ornement du ciel. À cette harmonie, à cette décoration, à cet ordre de l'univers, les Grecs étaient extrêmement sensibles. Il y avait une contemplation, oui, de la nature, bien sûr, y compris de l'univers, du cosmos. Et puis, les concepts de physique. La physique, il faut savoir, s'oppose à l'art, c'est-à-dire la techné. Les Grecs est l'art, oui, mais c'est surtout un savoir-faire. Or, il faut rappeler, savoir que les phénomènes naturels ne sont pas fabriqués comme des objets artificiels. Les hommes ne fabriquent pas les phénomènes naturels. Ce que les hommes peuvent fabriquer, ce sont les objets artificiels. Pourquoi? Parce que la nature est indépendante. La nature fabrique d'elle-même. Elle n'a pas besoin de la main de l'homme. Cette idée de la physique, c'est l'idée que ces objets naturels poussent, croissent d'eux-mêmes, sans la main de l'homme. Donc, le mot physis, comme j'avais anticipé au début de cette conférence, dérive du grec phuein, qui veut dire justement pousser. Les objets naturels poussent, par exemple, un arbre, une plante pousse. Ils poussent d'eux-mêmes. Et que donc, les Grecs remarquent qu'il y a un principe de développement, un principe aussi du mouvement. La physis est donc, les Grecs, ce qui constitue la structure interne des choses, et donc elle est un principe arché. Les physicoi, philosophes de la nature, se posent des questions, s'interrogent donc sur le commencement du monde, vous l'avez bien compris, je l'ai déjà dit, et de l'univers. Et alors, la question porte sur comment l'univers a commencé. Et puis, le concept de logos, ce terme qui revient très fréquemment, qui vient étymologiquement du verbe grec legein, qui signifie dire, parler. Il peut aussi signifier parole, mot, énoncé. C'est un terme polysémique. Théorie philosophique, raison, calcul. Donc le logos de quelque chose, par exemple d'un phénomène naturel, comme si on prend par exemple le tonnerre, c'est quoi les logos d'un tonnerre? Qu'est-ce que ça veut dire saisir les logos d'un phénomène naturel comme par exemple le tonnerre? Ça veut dire le décrire, expliquer le quid, et pourquoi du phénomène même. L'explication du phénomène naturel constitue le logos. Logos, les philosophes pré-platoniciens s'orientent et développent la philosophie basée sur ces termes et sur ces concepts. Le logos est aussi lié à la raison même et à ce qu'on appelle logike, c'est-à-dire la logique. Le terme logique vient du grec logike, et à la base de ces termes, nous avons le terme logos. Et qu'est-ce que la logique? C'est le fonctionnement de notre raisonnement, de notre esprit. Donc, les présocratiques se présentent comme les défenseurs, les gardiens de la raison. Ils étaient des animaux rationnels, comme d'autres philosophes plus récents les ont appelés. Ils n'étaient pas des dogmatiques, ils n'étaient pas figés dans leurs principes. Il n'y avait pas chez eux des doctrines abstraites ou formulées, comme on dit en latin, ex cathedra, c'est-à-dire formulées d'en haut. Ces philosophes voulaient donc, au contraire, fonder la pensée sur des doctrines rationnelles. Donc la philosophie et la science, selon eux, doivent être
structurée et réglée selon les lois de la pensée, au moyen des lois de la pensée. À ce sujet, c'est très intéressant qu'il a dit un philosophe irlandais cité par le philosophe britannique Jonathan Barnes. Et ce philosophe irlandais avait raison de dire, je le cite, « Tout le monde a ses opinions, peu de gens savent penser ». Les philosophes présocratiques vont dans cette direction de savoir penser. Autre chose importante, c'est qu'il faut savoir ce passage de la pensée mythique, comme nous avons vu, à la pensée de la réflexion, à la pensée réfléchissante sur la nature et sur l'eschatologie de l'homme, ne se produit pas d'aujourd'hui au lendemain. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec le présocratique, comme j'avais dit, nous passons du mythe à la raison, à la pensée, mais ce passage n'est pas brutal. Et en tout cas, il reste encore chez les présocratiques des éléments mythiques, comme par exemple chez Platon. L'exemple le plus important, c'est les fameux mythes de la caverne. Ces éléments mythiques sont encore bien présents chez les présocratiques, ils ne sont pas totalement éliminés. Maintenant, nous pouvons passer à Héraclite. Héraclite, un des plus grands, plus importants, pas les seuls. En tout cas, c'est un penseur central parmi les pré-platoniciens. Héraclite a vécu environ entre 550 et 480 avant Jésus-Christ. On peut dire tout de suite qu'il s'oppose à ce qu'on appelle l'éléatisme, c'est-à-dire philosophe d'Élée, dont le plus grand représentant a été Parménide, les penseurs des lettres, et Zénon d'Élée aussi, les penseurs des lettres. Il s'oppose à cette célèbre théorie éléate selon laquelle l'être emplit tout, il est immobile et immuable. C'est-à-dire que pour les éléates, il s'agit de l'unité de l'être. C'est une théorie de l'unité de l'être et son unité qui a été développée. Selon Parménide, les pensées et l'être sont la même chose. L'être est et le néant n'est pas, selon Parménide. L'être ne se meut pas, il est absolument immobile, immuable. Selon Parménide, il y a une corrélation entre être et pensée. Le mouvement, pour lui, est donc une illusion. Nous allons voir que Héraclite contestera cette doctrine éléate de Parménide. J'aimerais bien maintenant rappeler et citer Hegel, le grand philosophe allemand du XIXe siècle, qui a développé une pensée dialectique, la fameuse dialectique hegelienne, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Hegel, qui s'inspire d'Héraclite, comme plus tard aussi Nietzsche, a dit « Enfin, la terre ferme. Il n'y a aucune proposition chez Héraclite que je n'ai adoptée moi-même dans ma logique. » Donc Hegel prend en considération d'une façon très très sérieuse cette théorie héraclitienne que nous allons voir bientôt. Et les anciens avaient appelé ce philosophe pré-platonicien, donc Héraclite, ils avaient appelé Héraclite l'obscur, Héraclite l'énigmatique. Il ne nous reste environ que 130 fragments de ce qu'il a écrit Héraclite. Et ces fragments ne sont pas toujours accessibles dans leur intelligibilité, c'est-à-dire qu'ils demandent une réflexion et un approfondissement. C'est pour ça que Héraclite a été défini comme l'obscur ou l'énigmatique. Et Hegel est d'accord avec cette thèse. Donc, comme je disais, nous ne possédons actuellement qu'une centaine de fragments à peu près de ce philosophe. Il est très difficile donc de reconstruire sa pensée dans sa totalité. Une reconstruction, elle est très difficile de reconstruire exhaustivement sa pensée. On dit en fait en latin quod philologi tot Heracliti, c'est-à-dire qu'il y a autant de philologues que d'Héraclite. Cela veut dire aussi que nous comprenons la difficulté de reconstruire la pensée philosophique d'Héraclite. Il était né à Éphèse d'une bonne famille, donc provenait d'une bonne naissance. À l'époque d'Héraclite, cela sous le profil historique, pour en dire deux mots, l'Ionie était une région donc historique du monde grec antique qui était située à l'ouest de l'Asie mineure, entre la Phocée au nord et Milet, la ville de Milet, qui était à l'époque d'Héraclite soumise aux Perses depuis 546. Il y a eu donc à l'époque une révolte des Grecs, donc des villes grecques, des villes ioniennes, ces colonies grecques. Cette révolte sera durement, contre les Perses, sera durement et cruellement punie par le roi perse Darius. Héraclite vécut cette période
historique tourmentée, pleine de catastrophes civiles, militaires, probablement nous pourrions dire qu'il en fut influencé. Peut-être que nous pouvons mettre en évidence un certain pessimisme de sa pensée. Dans son œuvre, appelée de l'univers, écrite en prose, ces philosophes témoignent d'une vraie philosophie, une véritable philosophie, c'est-à-dire d'une vision et d'une conception du sens de la vie humaine qui est greffée sur une doctrine réfléchie, mûrie, bien pensée, doctrine réfléchie donc de l'univers. On pourrait dire en utilisant une catégorisation, une structuration un peu plus récente, que l'ouvrage est divisé en trois parties, comme l'indique par exemple le philosophe et l'historien de la philosophie français Émile Breillet. Ces trois parties sont la physique, la théologie et la politique. On pourrait dire que aussi 130 courts fragments qui restent pourraient être rangés sous ces trois parties. Voyons maintenant les concepts fondamentaux de la pensée héraclitéenne. Cosmologie héraclitéenne. Les astres, il est défini comme de feux brillants, qu'il donne une explication des astres, des planètes. Selon lui, la cause des astres, on est l'évaporation sèche émanée de la Terre. Et puis, il y a les nuages et les vents. La cause des nuages et du vent serait les vapeurs nées de la mer. Il y a une transmutation du feu à eau. Donc l'élément fondamental et principal, l'explication de l'origine de tout pour Héraclite est le feu cosmique, le feu universel. Par rapport à l'autonomie du monde, le monde n'est pas le produit ni des hommes ni des dieux. Personne n'a fait le monde selon Héraclite. Il est là depuis toujours. Et il témoigne aussi d'un dédain qu'on appelle la polymathie. C'est quoi la polymathie? L'esprit universel. C'est le génie connaissant beaucoup de sujets différents. Donc Héraclite déteste l'esprit universel, le génie universel qui prétend toucher à tout, qui prétend posséder un savoir universel. Surtout. Pourquoi? Parce que selon lui, la connaissance ne se base pas sur ce savoir encyclopédique, mais sur l'intuition. Sur une intuition immédiate vis-à-vis du monde réel qui nous entoure. Donc c'est l'intuition immédiate qui compte. Il s'esquisse ici déjà ce qu'on appelle en philosophie une théorie de la connaissance. Je le cite, Héraclite dit « Les yeux étant de meilleurs témoins que les oreilles ». Héraclite donc reste encore dans une vision assez mythique. Donc comme j'avais dit, il y a des éléments quand même encore mythiques dans la pensée rationnelle des présocratiques et donc dans la pensée rationnelle d'Héraclite. Vision donc, je disais, assez mythique de l'univers, qui en principe pourrait même régresser vers des formes plus primitives de la pensée même, comme souligne aussi Émile Breillet. Quatre éléments centraux et fondamentaux qui caractérisent la philosophie héraclitéenne. Le premier élément est la guerre, ce qu'on appelle en grec polémos. Quand on dit polémique, l'origine étymologique du verbe est polémos, donc le combat, la lutte, la guerre. Il dit que la guerre est le père de toutes choses. Donc la naissance des êtres, la conservation des êtres sont dues à une guerre, c'est-à-dire à un conflit, à une lutte permanente, d'éléments contraires qui sont en lutte permanente, s'opposent d'une façon permanente et qui en même temps se maintiennent l'un l'autre. C'est justement ce conflit des éléments qui s'opposent, un concept central pour Héraclite, ces éléments qui s'opposent constamment dans la nature, donc dans l'univers, dans les cosmos, visent l'harmonie de l'univers. Donc l'harmonie est le résultat d'éléments contraires qui luttent d'une façon permanente entre eux. L'opposition donc des contraires est dans un perpétuel changement. Ces éléments contraires constituent la véritable unité de l'univers même. Premier concept fondamental. Deuxième concept fondamental, l'unité de toutes choses. Selon Héraclite, l'homme vulgaire dans l'essence de vulgus, latin, c'est-à-dire l'homme vulgaire, l'homme de la rue, banal, de tous les jours, il ne voit pas cette unité de toutes choses. Le philosophe saisit cette unité de toutes choses, est le résultat de la lutte entre les éléments contraires, et il affirme, Héraclite, que la véritable sagesse n'est pas érudition, n'est pas l'érudition scientifique, tout savoir
ou en tout cas essayer de tout savoir sur l'univers et sur le monde, mais une pensée qui dirige toute chose est cette conscience de l'unité de toute chose. La substance primordiale pour lui et fondamentale, de laquelle tout dérive, est le feu. Héraclite veut attirer l'attention pas seulement sur la substance des choses, mais surtout sur la pensée, sur la règle, c'est-à-dire sur la pensée, sur le logos, qui cause et détermine le monde, les mesures exactes de toutes les transformations qui adviennent dans l'univers. L'intuition prévaut sur la tradition et sur la tradition du savoir, la transmission du savoir scientifique érudit. C'est l'intuition. Troisième élément fondamental, le perpétuel écoulement des choses. La fameuse phrase que je cite d'Héraclite est la suivante. « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. » On ne peut pas se baigner deux fois. Pourquoi? Parce que l'eau coule et n'est jamais la même. Ces concepts d'être inséparable du mouvement continuel de choses. Les choses bougent, changent d'une façon permanente, le changement permanent. Troisième élément fondamental, le renversement, le retournement qui nous transmet, qui nous révèle que dans les choses, l'opposé de ce que nous y voyons d'abord, c'est l'essentiel. Par exemple, il dit « Les porcs préfèrent la fange à l'eau limpide. L'homme le plus sage n'est qu'un singe vis-à-vis de Dieu. Pour les ânes, la paille est supérieure. » Alors, comme on voit bien, ce que nous voyons d'abord présuppose un opposé, un élément en contradiction, un élément contradictoire. Les éléments qui sont en contraste, en contradiction, qui s'opposent, constituent l'unité. Donc l'unité se base sur ces éléments qui s'opposent constamment dans le réel. Et donc il y a une conception unitaire. Cette unité qui se base dans l'opposition permanente et dans le changement permanent des éléments dans le monde, dans l'univers. Je cite Breillet, le philosophe Breillet, historien de la philosophie. Héraclite a eu l'intuition que la sagesse consiste à découvrir la formule générale, le logos de ces changements. Encore Breillet, il dit, Platon nous parle de Cratyle et de ses disciples. Ce sont des Héraclitéens exaspérés qui, poussant jusqu'au bout le mobilisme universel, nient qu'il n'y ait rien de stable et se refusent à toute discussion et même à toute parole, sous prétexte que discussion et parole impliquent la subsistance des choses qu'on discute. Donc, le concept de mobilisme héraclitéen, c'est-à-dire que tout change, tout se meut d'une façon permanente et éternelle, poussé à l'extrême par Cratyle et ses disciples, donc c'est Platon qui les cite dans son dialogue platonicien, donc Cratyle, pousse à l'extrême la théorie héraclitéenne des opposés et en l'interprétant d'une façon radicale et extrême, en disant aussi que même parler veut dire figer les concepts, figer les mots, figer les paroles, et donc si nous emprisonnons le réel dans les langages se figent et n'est plus témoin du changement permanent. Platon dit qu'à un certain moment, même Aristote, il me semble qu'il en parle, Cratyle ne répondait même plus en parlant, il répondait seulement avec le mouvement d'un doigt. Donc, le doigt qui s'émeut indique une réponse à une question. Le doigt n'est pas figé, mais il bouge. Donc c'est ces concepts du mobilisme universel poussés à l'extrême. Évidemment, Héraclite ne disait pas cela. Et puis encore, je cite Breillet, l'héraclitéisme, en ces derniers prolongements, donc hostile à la philosophie dialectique, nous verrons se développer au cours du Ve siècle. Donc la philosophie dialectique que de la Grèce classique, de la philosophie classique, de l'acmé de la philosophie grecque, philosophie dialogique par excellence, à cette époque, la philosophie platonicienne, et donc des dialogues platoniciens, donc des Socrates, les dialogues de Socrate avec ses interlocuteurs, donc une pensée dialogique.
Il écrit sous forme aphoristique. Hein. Il aurait écrit aussi un traité systématique qui s'appelait De la nature. Il fait partie de Physicoi, donc il est un physicos, donc un philosophe de la nature. Et selon lui, je le cite, la nature aime bien se cacher. Selon lui, nous ne pouvons pas arriver à la science, à la connaissance de la nature et de l'univers. Nous ne passons pas par des efforts très consistants. Nous n'avons pas un talent extraordinaire. Donc la nature se manifeste à travers les phénomènes, mais si nous voulons la connaître, nous devons faire des efforts pour la connaître. Je cite encore, le savoir universel n'instruit pas l'intellect. Je cite encore Héraclite, l'étude de nombreuses choses n'enseigne pas l'intelligence. Donc vous voyez que l'accumulation du savoir qui pousse et qui amène très souvent à l'érudition, n'a pas de sens, n'a aucune valeur, puisque ce n'est pas un témoignage d'intelligence, ce n'est pas une démonstration de posséder la vraie connaissance. Donc il base cela sur l'intuition, donc sur l'observation et l'intuition de la nature et du cosmos. Pour Héraclite, le cosmos, c'est quoi? C'est un univers ordonné et unifié, dans le sens que j'avais expliqué tout à l'heure du cosmos, dans le sens grec. Cite, le logos, c'est ce qui est toujours. Donc le logos est la loi selon laquelle l'univers se dirige. Donc vous voyez que l'univers est rationnel, a une substance rationnelle. L'interprétation du cosmos est selon la raison et non plus selon les mythes. Là, nous avons donc une explication donnée par Héraclite, une explication raisonnée. Le feu, donc, est un principe régulateur des événements naturels pour Héraclite, qui se réalise selon des lois bien déterminées. Le logos est le législateur, celui qui fixe les lois du fonctionnement du cosmos et du réel qui nous entoure, et non seulement sur les plans matériel, physique, mais sur le plan éthique. Il existe une éthique héraclitéenne aussi. Concernant l'âme, Héraclite dit que, prend effectivement en considération comme objet de son étude, il s'occupe de l'âme. Il affirme que l'âme renferme le logos, la raison, et que le logos est tellement profond, nous-mêmes, nous ne saurions pas en trouver les limites. Donc cette idée de la profondeur, de l'immensité illimitée, infinie de logos dans l'esprit de l'homme. Il y a quand même des aspects du divin dans la vision héraclitéenne. L'âme, selon lui, est comme une vapeur. Et elle change, mais en changeant, elle conserve toujours son identité. À noter ici, c'est très important, comme Héraclite n'oublie jamais l'unité, l'identité, l'unité. Donc dans le changement, l'opposition des éléments qui sont contraires, dans la dégradation et dans la renaissance des éléments qui est permanente, qui est éternelle, dans le mouvement éternel de l'univers, Héraclite n'oublie jamais que ces éléments qui s'opposent, même dans l'âme humaine, visent pour l'unité et font partie toujours de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de l'unité de l'univers et de l'âme. Sur la mort et sur l'au-delà, Héraclite dit que les hommes doivent s'attendre morts, une fois morts, je cite, à des choses qu'ils n'espèrent ni n'imaginent. Il étend donc le concept de logos, le logos même, à un autre état post-mortem, après la mort. Quelque part, on peut hasarder à dire qu'il y a quand même une transcendance héraclitéenne. Il existe par conséquent aussi une théorie de l'éthique, comme j'avais dit tout à l'heure, une morale héraclitéenne. Tous les comportements humains et ces lois humaines se nourrissent d'une seule foi, qui est la loi divine. Donc il y a cette idée quand même du logos divin, d'une loi divine qui nous transcende. Cette loi dépasse, va au-delà, transcende totalement les hommes. La loi divine donc est la source de notre moralité. Donc c'est très intéressant. L'éthique, donc les Grecs et les Romains ne distinguaient pas l'éthique de la morale. Éthique et morale, on peut les appeler de la même façon, c'est le même concept. Donc l'éthique héraclitéenne ou la morale héraclitéenne, qui est la même chose,
présuppose comme source de notre moralité la présence d'un Dieu, donc une loi divine qui nous dépasse sans fin. La divinité héraclitéenne qui identifierait avec le feu cosmique et le logos lui-même se distingue de dieux traditionnels. Donc les dieux, le logos divin héraclitéen, ne coïncident pas du tout, n'est pas la même chose que les dieux traditionnels grecs. Selon lui, seulement la personne divine possède l'entendement, pas les hommes. La philosophie successive parlera, beaucoup de philosophes parleront de l'entendement humain. Sinon Héraclite, l'homme n'est pas pourvu d'entendement. Il n'a pas l'entendement. Ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Ça veut dire que le concept d'entendement, l'entendement en tant que tel, seulement Dieu le possède. Seulement Dieu a la capacité d'entendre, de comprendre totalement les choses. Il affirme que les jugements humains ne sont pas sûrs. Seulement le jugement divin est sûr. Donc, le concept d'entendement est lié à l'éthique, est lié au jugement. Les hommes peuvent juger, mais les jugements humains ne sont pas sûrs. Les seuls jugements ou les seuls jugements absolument sûrs sont les jugements des dieux divins. Il y a une transcendance prise en compte qui est très importante. À ce stade, nous pouvons affirmer que la théorie de la connaissance admet tout de même que les hommes puissent connaître et émettre des jugements. Oui, les hommes connaissent, les hommes peuvent connaître, les hommes émettent, formulent des jugements. Héraclite affirme que le savoir n'est pas impossible, mais il est nécessaire de s'approcher de la nature d'une façon intelligente, appropriée. Toutes les observations tirées de l'expérience, donc les observations empiriques qui nous sont transmises à travers nos sens, sont acceptables et fiables selon Héraclite uniquement si elles sont fondées sur l'entendement et la raison, pas sur les mythes, sur des fables, sur des récits fabuleux. Les centres de la pensée d'Héraclite se fondent sur trois doctrines essentielles. Premier point, il n'existe pas, selon Héraclite, une théorie de l'origine de l'univers. Donc, il n'y a pas de cosmogonie. L'univers, selon lui, s'identifie au feu, qui est un principe matériel, qui n'a aucune origine. Donc, il n'a pas de début, il n'a pas de commencement. Il est là, éternellement. Il est éternel. Donc, sans commencement et sans fin, personne ne l'a créé. Donc, ce feu cosmique originaire n'a ni commencement, ni fin. Héraclite prend ses distances aussi des autres penseurs physicoi, des autres philosophes de la nature, chercher justement l'origine, la cause du cosmos. On n'a pas cherché l'origine du cosmos puisque l'origine du cosmos n'existe pas. Deuxième point, la très célèbre phrase, une autre très célèbre phrase que je cite en grec ancien, Pantakorei kai uden menei. Tout passe et rien ne demeure. Dans le réel, tout change incessamment, rien ne demeure. On ne peut pas donc se baigner, comme nous avons vu tout à l'heure, deux fois dans le même fleuve. L'eau qui coule ne sera jamais la même. Et pourtant, le fleuve existe. L'eau, les éléments de l'eau qui passent, qui coulent, l'eau change et se renouvelle d'une façon permanente. L'agitation et les changements sont les éléments fondamentaux du réel. Le feu divin, l'univers, donc, est un mélange d'éléments. Troisième point fondamental, je répète l'unité des opposés, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, je rappelle le polémos, la guerre, donc le conflit. Ce conflit, donc ces combats constants et contraires, est défini comme le père de toutes choses. Polémos, la guerre, le conflit permanent des éléments dans la nature et dans l'univers. Donc, la pensée d'Héraclite, synthétiquement, nous pouvons dire, c'est une pensée de l'unité des contraires. Héraclite, donc, est le premier penseur dialectique, c'est-à-dire qui oppose des éléments différents, opposés dans son raisonnement. Hegel, aussi penseur dialectique, c'est pour cela, comme nous avons vu, il le considère et le cite. Toutes les choses sont composées d'éléments contraires, donc opposés. Le changement se réalise entre des opposés. Exemple, les jours et la nuit ne sont qu'un seul phénomène, selon Héraclite. Le chemin qui monte et qui descend est le même. Ce sont deux éléments opposés dans l'unité de l'événement. Dans la lutte éternelle de ces éléments opposés se réalise le devenir si cher à Nietzsche, qui reprendra Héraclite et qui louera Héraclite pour sa pensée. Et donc l'écoulement
ininterrompu du temps auquel tout ce qui existe est soumis. Breillet, je cite Breillet, donc, qui explique la pensée d'Héraclite. Rien, donc, ne peut être pensé sans son contraire. Vie et mort, veille et repos, jour et nuit, tout se transforme. Les jours apparaissent pour devenir nuit. La nuit passe pour faire apparaître les jours. La véritable sagesse, donc, pour Héraclite, peut être atteinte seulement si nous sommes en harmonie avec le logos universel, qui est la raison universelle. Cette idée de la raison universelle, nous la retrouverons chez les stoïciens. Évidemment, la philosophie stoïcienne sera bien différente. Je termine cette conférence vidéo. Je voudrais juste rappeler qu'il y a une analyse importante et très intéressante de Friedrich Nietzsche sur les présocratiques et les préplatoniciens, et aussi son interprétation très importante et très originale d'Héraclite, surtout d'Héraclite. Donc il est possible que ce sujet fera objet d'une prochaine conférence vidéo. En attendant, je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'oubliez pas d'écrire vos commentaires et de liker. Un grand merci à toutes et à tous. Abonnez-vous. Encore un grand merci et attention à la piqûre de Socrate. Elle est toujours là. Et à bientôt.